Voici enfin la vidéo tant promise sur la chaîne Nébulaire. On va enfin pouvoir parler du manga de Shimaki Kyori qui paraissait dans le Champion Red en juillet 2013. Parmi les nombreux spin-offs actuels de la licence, le pionnier épisode G arrivait laborieusement à sa fin vers 2012-2013 et le succès du manga Lost Canvas était en fin de parcours avec ses chroniques ou Gaiden. Kuromada étant pris de façon très anarchique sur Next Dimension chez Akita et Otoko Zaka chez Shueisha, il sait qu'il doit faire vivre la licence avec de nouvelles idées, en plus des projets de la Toei Animation qui étaient en pleine fin d'Omega ainsi que sur le film de Legend of Sanctuary. De plus, il fallait proposer de nouvelles figurines à Bandai qui fait de bonnes ventes uniquement basées sur les personnages historiques de la licence. Car oui, les ventes de figurines Omega ou Lost Canvas n'ont pas été très satisfaisantes en comparaison. Il faut créer de nouveaux personnages. C'est la fameuse stratégie de Media Mix pour rentabiliser le succès d'une série. L'auteur n'étant plus tout jeune, il a été hospitalisé pour quelques problèmes de santé au début des années 2010 et il a été admiratif devant la bienveillance et la force des soignantes. Il a souhaité leur rendre hommage en créant une caste de femmes chevaliers entourant la déesse Athéna. Ce n'est pas la première fois qu'il souhaite faire honneur aux femmes dans sa licence. Dans tous les mangas qu'il a dessinés, une jeune femme plus âgée que le héros sert de maître à celui-ci. Marine pour Seiya, Shaina pour Cassius, Kiku pour Ryuji dans Ring Nikakiro, Karen dans Teppei pour Betix. De même, les femmes sont souvent au pouvoir, belles, influentes et puissantes comme Saori, Hilda, Pandore et Pallas. Mais les guerrières ne sont généralement pas mises en avant dans la licence originale. Marine, Shaina, Tietis ou pire June ne font pas de fulgurance et servent à booster les enjeux. Ayant conscience que l'époque a changé, Kuromada exige la présence d'une héroïne dans Saint Seiya Omega et Yuna de l'Aigle est donc créée. L'idée est lancée par Kuromada, faire un univers où les héros sont des héroïnes. Voici les sources de Cynthia Shaw. La mangaka choisie est une fan, Shimaki Kyori. Cette jeune femme avait déjà créé un autre spin-off dans les univers de Mobile Suit Gundam et également dans Sengoku Baraza. Très talentueuse, elle a un trait beaucoup plus shoujo que Teshirogi. Même si les personnages sont très androgynes, l'atmosphère de l'univers est très viril et il fallait faire accepter la nouveauté aux fans. Dans une interview pour la chaîne Manga, la mangaka disait que le projet Cynthia Shaw c'était un tout nouveau Sanseiya dans lequel il y avait uniquement des filles et ça devait être un récit dans lequel il y aurait seulement des femmes qui interviendraient. Est-ce que les fans originaux de Sanseiya vont aimer ce monde qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir? Car dans son récit, l'auteur a tout fait pour incorporer le plus normalement possible sa trame à celle du manga d'origine. À l'heure où les débats canon pas canon s'intensifient sur les réseaux sociaux, le manga Cynthia Shaw peut se vanter d'avoir une trame assez cohérente. Car il y a des détails qui ne trompent pas, notamment sur le chapitre récent qu'a écrit Masami Kuromada, Saint Seiya Origin, Zero et Destiny. Shimaki Kyori va tout simplement reprendre ces éléments récents pour son récit. Et même chose pour Next Dimension, toujours en cours. La mangaka va reprendre de nombreux éléments pour enrichir son œuvre. Le design d'Artemis est rigoureusement identique à celle qu'on voit dans Next Dimension par exemple. Même chose pour son temple, il y a vraiment cette volonté à côtoyer le plus possible les idées de Masami Kuromada et également dans l'idée de toucher le plus de fans possible et donc de tous les contenter. C'est aussi une volonté, comme nous l'indique la mangaka dans une interview de la chaîne manga, de satisfaire le plus grand nombre, permettant ainsi de faire apparaître les Gold Saints originaux. Si le film Asgard est une bonne base pour le chapitre éponyme de la série TV, les films 3 et 4 ont inspiré quelques points du chapitre Hades, et bien dans cette histoire, c'est le premier film de la licence qui sera réutilisé. Oui, nous allons revoir la terrible déesse de la discorde, mais sous un développement très différent. Et mine de rien, ce premier film de la licence est très populaire au Japon, peut-être plus qu'on ne le croit. On utilise donc un schéma habituel sur Saint Seiya. L'héroïne a un lien proche avec l'hôte de la divinité maléfique. Donc nous avons Shoko et Kyoko. Cette dernière est possédée par la déesse de la discorde Eris, ce qui pourrait faire écho, mais de très loin, avec Hyuga et Eri dans le premier film, voire Iki et Shun pour Hades, Tenma et Alone dans Lost Canvas. Bref, l'idée n'est pas toute neuve. De même, la caste guerrière de Eris du film 1 sont des Ghost Saints. Officiellement, il n'a jamais été dit qu'il s'agissait d'anciens Silver Saints, mais au fond, on s'en doute un peu tous. Ici,
pas d'ambiguïté, les guerriers que rappelle Eris appartiennent à cette classe. Maya de la Flèche fut réutilisée immédiatement dans le manga pour le rôle que nous connaissons tous. Orpheus de la Lyre, le personnage fut utilisé dans le manga pour Orphée. La mangaka ne pouvait donc réutiliser que les 3 constellations restantes pour son récit. Chris de la Croix du Sud, Jeanne de l'Écu et Yaguerre d'Orion. Fait sympathique, on essaye de donner régulièrement un lien entre les saintes d'Orion et le Gold Saint du Scorpion. Car en effet, dans le mythe, Apollon ou Artémis, suivant le mythe, avait envoyé un scorpion monstrueux pour tenter de tuer Orion. Ainsi, dans Oméga, Eden d'Orion est le frère de Sonia du Scorpion. Et dans Cynthia Shaw, l'ennemi juré de Rigel d'Orion est Milo du Scorpion. Concernant l'héroïne et le prénom Shoko, Masami Kurumada a donné le prénom à l'héroïne Shoko avec le diminutif de Sho. On peut constater que ce prénom avait été déjà utilisé par l'auteur pour le manga avorté qu'il a créé après Saint Seiya en 1992, Silent Night Show. Avec le héros Sho en armure du faucon avec seulement 2 volumes, on peut aussi souligner que Shoko s'occupe d'un club d'arts martiaux. Or, il s'agit d'une idée non retenue sur Seiya, où à l'époque, Masami Kurumada envisageait de donner ce train de vie à son héros. Les Saintia sont un nouveau concept dans l'univers de Saint Seiya et sa particularité est que Saintia n'est pas un grade hiérarchique comme bronze, silver ou gold, mais une fonction comme pop. Ce faisant, il n'y a pas d'armure spécifique y étant rattachée. De par leur fonction, elles sont également présentées comme étant la garde rapprochée de la déesse, la suivant dans tous ses déplacements. Les Saintia sont des prêtresses dévouées à Athéna dans tous les aspects de sa vie de déesse. Par conséquent, celles-ci ne renoncent pas à leur féminité, à contrario de Marine, Shaina, June et Guest qui ont une formation purement guerrière. La différence fondamentale entre une femme sainte et une Saintia est d'ailleurs explicitée dans le manga de la façon qui suit, à savoir que les femmes saintes suivent le même entraînement que n'importe quelle sainte en devenir. Les Saintia suivent le même entraînement que les femmes saintes, mais en plus de l'aspect purement martial, suivent une formation supplémentaire sur l'art, la culture, l'histoire, la philosophie, la littérature et un tas d'autres disciplines intellectuelles héritées de la Grèce antique, visant à en faire des érudites, afin d'être aptes et dignes de pouvoir accompagner l'Olympienne dans toutes les facettes de sa vie. Les Saintia sont placées sous l'autorité de la Saintia chef, qui est l'égale du pop hiérarchiquement, et peut lui interdire l'accès à la déesse si elle estime que la déesse n'est pas disposée ou en aptitude de recevoir audience. Le terme Saintia serait une contraction du terme sainte et Theia, la titanide. L'histoire nous raconte la vie de la joyeuse Shoko. Shoko fait un rêve où son esprit serait assimilé à une force obscure. Un rêve prémonitoire? La fin du tome 1 nous raconte cela au calme avec une petite surprise. Shoko a une sœur qui ne vit plus avec elle et son père. Au passage, son père adoptif est le frère de Tatsumi, une famille sportive apparemment. Shoko est pleine d'énergie mais sa sœur lui manque cruellement. Celle-ci travaillerait pour l'énigmatique Fondation Grade. Pourquoi ne donne-t-elle plus de nouvelles? L'histoire de Cynthia Shaw profite allègrement des informations assez vagues de la Fondation Grade pour orienter le récit. L'héroïne retrouve sa sœur qui est désormais devenue une Cynthia aux côtés de Mi qui est semble-t-il la confidente de Saori. Et oui, Saori est très présente dans le manga, tout du moins au début, et interagit avec ses nouveaux personnages pour mieux les mettre en valeur, à commencer par Mi. Et elle apparaît également en tenue de collégienne. Et chose fatale pour ce type de fiction, au moment où Shoko pensait avoir retrouvé sa sœur, voilà qu'on lui reprend par l'intermédiaire d'Athée, une divinité maléfique. Elle était apparue dans le prologue du manga, sous l'apparence d'une vieille dame, faisant ainsi penser à la sorcière dans Blanche-Neige et les 7 nains. Mais quoi qu'il en soit, Kyoko, la sœur de Shoko, se sacrifie pour empêcher Eris de s'accaparer le corps de sa sœur. Bien décidée à retrouver sa sœur, Shoko va devoir mûrir, s'entraîner auprès d'une dénommée Meiura, qui est considérée comme la femme la plus puissante chez les saintes d'Athéna. Sous la constellation du Pan, le personnage donnera de rudes conseils à Shoko, qui sera tenté de succomber aux ténèbres. Une scène qui n'est pas sans rappeler Saint Seiya Omega, et plusieurs fois, le manga fera de mini clins d'œil, à commencer par les pendentifs que portent certains personnages. Mais attention, les box où sont dissimulées les clauses sont toujours là. Alors, je reviendrai plus tard sur l'école des Saintia.
Bref, à l'image de Tenma qui a été entraînée par Doko, Shoko s'améliore et fait face à Eris. Et elle est emprisonnée, un peu comme Tenma en fait. Et oui, il y a beaucoup d'éléments repris également du manga Lost Canvas, comme ça, pas de jaloux. Quoi qu'il en soit, elle est sauvée par le Saint du Scorpion. Le personnage y apparaît comme un personnage invincible et abattant froidement ses cibles. Il vint également très facilement hâter. Et c'est là qu'intervient le coriace Rigel de la constellation d'Orion. Alors, fait amusant, mais pour la clause d'Orion, ainsi que la Croix du Sud et de l'Écu, la mangaka reprend les designs assez similaires tout en gommant les casques couvrants. Il faut rappeler qu'en effet, aucun Silver Saint ne dispose de casque couvrant dans le manga d'origine. Milo fait alors jeu égal avec Rigel qui est à la hauteur de sa réputation. Celui-ci serait désormais un fantôme qui ferait absolument n'importe quoi pour Eris. Il est le plus fidèle des pions de la déesse et son confident, chose qu'on verra bien plus tard. Tout cela se solde par la mort présumée des antagonistes dont Kyoko. La trame de base revient, Seiya y croise Shoko, l'occasion de réunir ces personnages par leur désir de retrouver leur sœur. Après le duel de Seiya versus Shiryu, Katia, une Cynthia qui était portée disparue, réapparaît aux côtés de George et Johan, deux Silver Saints que je trouve ma foi sympathiques. Ceux-ci sont les saints de la Croix du Sud et de l'Écu, alors ils n'ont strictement rien à voir niveau personnalité à ceux des films. Et d'ailleurs, on les voit même manger dans un restaurant avec Katia. Katia, la Cynthia de la couronne boréale, pense avoir fait fausse route depuis le début, car elle est tombée accidentellement sur le bon Saga au moment où elle était sur le point de mourir face à une dryade. Du coup, elle aurait changé de camp. Elle se heurtera à Mi et à Xiaoling, la Cynthia de la petite ours. Bon sang que je n'arrive pas à prendre les apparitions de son ours choupinet au sérieux. Personnage n'ayant encore guère confiance en elle et encore inexpérimenté, son évolution sur le dernier arc du manga est intéressante. Xiaoling fait selon moi d'ailleurs un très bon binôme avec Shoko, bref un personnage que j'aime beaucoup en tous les cas. Finalement, Mayura intervient et fait le ménage sur son passage. Elle se paye le luxe de téléporter Athéna et les Cynthia à l'écart. Comprenant qu'une grande bataille se prépare, Marine fait son apparition et entraîne les Cynthia d'Athéna. Cette dernière, quant à elle, a rencontré Saga. Un choix étrange mais pas inintéressant de voir la déesse confrontée directement avec l'imposteur. Ce dernier résiste dans un premier temps et il lui supplie de la tuer. Mais tout d'un coup, pas de chance, le mauvais Saga intervient. Mais chanceuse, le bon Saga revient finalement et envoie Athéna dans une autre dimension. Elle est interceptée à ce moment-là par Aphrodite. Là, je me questionne sur ce choix par rapport à l'Aphrodite du manga, même si la mangaka tente de retomber sur ses pattes en indiquant que le Gold Saint des poissons suivra la voie du plus fort. Mais le personnage apparaît bien plus sympathique que dans le manga et surtout bien plus séducteur. Entre temps, Deathmask intervient à la Sainte Académie. Oui, ça fait furieusement penser à Palestre de Saint Seiya Omega, une école pour devenir des saintes. Alors j'avoue que je ne suis pas du tout fan de ce concept. Quoi qu'il en soit, c'est là où Erdra fera sa première apparition et nourrira une haine bien profonde envers le saint du cancer, qui a liquidé toutes les apprentis présentes car ce lieu, donc les Cynthia, sont désormais considérés comme des traîtresses par le sanctuaire. Bon, enfin pas que, car Deathmask voulait en réalité s'attaquer aux fantômes d'Eris qui rampaient dans le coin. On a une scène où le grand Pop explique au Gold Saint l'identité de l'usurpatrice qu'est Saori Kido. La scène fait largement songer au film Legend of Sanctuary, voire même à la récente série Netflix. Bref, cette idée de donner de la contenance aux motivations des Gold est beaucoup revue aujourd'hui pour crédibiliser la menace du sanctuaire. Les Cynthia qui se sont entraînées, elles sont ultra motivées pour triompher du mal. Et bah non en fait, Saori, comme nous le savons tous, se prend la flèche d'or et les Cynthia qui n'étaient pas au même endroit ne font rien pendant 12 heures. La mangaka met tout son talent pour reconstituer des scènes cultes du manga. Le lémur de Saga quitte son corps et on passe au niveau caché de la bataille. Mine de rien, Cynthia Show aurait pu être un excellent tactical RPG quand j'y pense. Mais bref, le lémur de Saga reprend vie, devenant exclusivement maléfique. Mais ce n'est pas tout, Eris et ses subalternes reviennent également dans le feu de l'action. Et oui, car tant que Kyoko est vivante, il en sera de même pour ces dryades qui sont liées à elle. Cela rappelle la fin du premier film où Eris évoquait la possibilité de ressusciter les Ghosts saintes. Mine de rien, le manga semble être fragmenté en plusieurs parties et systématiquement on a cette impression que l'éditeur de Shimaki Kyori lui chuchote
Ouais, bon, c'est bon, tu peux encore poursuivre ton récit, va. Cette forme de résurrection est l'occasion de revoir la fourbe Athée, mais surtout Rigel. Son couple avec Kyoko est assez intrigant. À vrai dire, il me fait beaucoup songer à Jeanne de la Motte dans Versailles Nobara qui s'aima la zizanie, mais qui montrait sa véritable personnalité à son mari Nicolas. On notera qu'Aeolia se confrontera à cette Evil saga. Milo reprendra le relais, mais en vain. Notons que dans Cynthia Destiny, le lémur est supposé revenir vers Ker, la sœur de Thanatos et Hypnos. Or, ici, il atteint la comète Répulse. Bref, la narration commence à prendre quelques distances, même si la mangaka retombera de nouveau sur cette patte via l'ultime volume. Mais on va y revenir. Il faut aussi souligner que l'évolution de la clause des Gémeaux, c'est celle de la God Clause dans Soul of Gold. Alors, il faut quand même rappeler que le design des God Clause qu'on voit justement dans Soul of Gold, eh bien, cela a été créé par le studio de Masami Kurumada. Les Cynthia, malgré des moments de bravoure, notamment Mi qui prend enfin une éclatante revanche sur Emony, seront mises à l'amende. C'est à ce moment-là que l'héroïne fait la connaissance de Erda. Alors si vous trouviez que de voir courir des singes, eh bien c'était relou, ici, eh bien Erda emmène Shoko auprès de sa sœur en moto. Shoko, qui réussit à atteindre sa sœur du coup, fera jouer de son Cosmo pour nous offrir Eiculus Ryuseiken, alias les météores du petit cheval. Une trêve se prépare suite à cette mini-bataille et Katia et Erda vont se rendre à l'Olympe pour requérir l'aide d'Artémis. Elles auront affaire à Callisto qui est conforme à ce qu'on voit d'elle dans Next Dimension. Olivia, la mère de Kyoko qui avait disparu, fait des révélations incroyables. C'est elle qui retarda Saga au moment où celui-ci s'apprêtait à tuer Saori, laissant ainsi le temps à Aiolos d'intervenir. Les Cynthia voient leur clause réparée dans une scène qui rappelle fortement celle où Seiya et ses compagnons revêtent les New Claws à Lushan avant de faire face aux Mariners. Et du coup, pour la bataille finale, on nous raconte l'arrivée des Cynthia dans l'Éden, où elles seront accueillies dès leur arrivée par la déesse Harmonie, qui, au terme de leur conversation, les précipitera dans les entrailles de l'Éden et devront faire face à la perte de leur artefact dispersé par le mesquin Phobos. De nombreux combats s'enchaînent et, alors je ne l'avais pas évoqué, mais Deathmask revient en mode Evil pour en découdre de nouveau avec Erda. Mais alors la mangaka nous fait une check Norris car qui d'autre que Deathmask pourrait vaincre Deathmask? Précisons toutefois que c'est la rancœur d'Erda qui crée l'Evil Seed et donc sous la forme de Deathmask. Concernant les Dryades, celles-ci s'attaquent aux Cynthia et souvent pour s'attaquer à leurs anciens traumatismes. Quant au Sandorion, celui-ci devient également une Dryade pour mieux être vaincu par Milo. Le manga prendra son temps pour dévoiler les quelques secrets liant Rigel à Kyoko qui semble l'avoir habilement manipulé. Et venons-en à Saga, Arès, le dieu de la guerre. Alors déjà, le nom Arès est un nom maudit dans Saint Seiya. Oui, car il se rapporte également au suppliant de Sion dans la série TV de 86, dont Saga usurpait son identité. Mais là, tout cet engouement autour de cette révélation que le Saga mauvais était en fait Arès, qui est, comme vous le savez dans la mythologie grecque, le frère d'Eris, et non! Non, tout ceci était un mensonge d'Eris. Saga, c'est bien le lémur à l'image de ce qui avait été révélé dans le chapitre Saint Seiya Origin de Masami Kurumada. Alors pourquoi ce retournement de situation? Probablement pour joindre les deux bouts avec le manga de Kurumada, mais je pense que l'utilisation du personnage Arès fut une demande extérieure de l'éditeur, ou bien peut-être de Bandai et de la Toei Animation, car jusqu'à présent, ce nom n'avait jamais été utilisé si ce n'est pour le tristement célèbre suppléant de Sion. Arès est donc un nom d'emprunt pour ce manga. On espère quand même que le véritable Arès apparaîtra un jour. Quoi qu'il en soit, cette révélation passera un peu inaperçue par rapport à la figurine de Saga, Arès auquel Bandai éditera. Saga sera vaincu par les 5 Gold Saints restants. Précisons également que pendant le combat de l'Éden, les Gold arrêtent les météorites de la comète de Répulse et combattent les Dryades sur Terre, vu qu'ils ne peuvent pas aller dans l'Éden, chose que les Cynthia peuvent grâce aux artefacts d'Artémis. Contre toute attente, les spectres d'Athéna et d'Eris seront retrouvés, brisés, ainsi que l'amère découverte du corps d'Athéna inanimé. Les Cynthia décident alors de procéder au sacrifice ultime que représente l'Athéna ex-Resurrection, s'il vous plaît. Au prix de leur énergie vitale, Saori est réanimée, mais elles sont pétrifiées dans le processus de transfert, laissant Shoko seule qui, n'ayant pas subi la formation des Cynthia, n'a pas été introduite
aux arts de ce rituel. À mon avis, je pense que Masami Kurumada a fait par ce rituel le fameux clin d'œil dont il parlait avec les infirmières qu'il avait, semble-t-il, sauvé la vie dans les années 2000. Eris profite du fait que sa descendante a été sévèrement blessée par le lémur pour prendre l'ascendance du corps de Kyoko, annonçant ainsi lors de la bataille finale au terme duquel elle est éjectée de celle-ci et est renvoyée dans sa pomme d'or. Et dans le combat final, Shoko endosse un dress grâce aux artefacts d'Artemis. C'est l'équivalent d'une God Cloth, mais du coup ici du petit cheval. À ce stade de l'histoire, Kyorin nous avait réalisé 2 fins, comme Shingeki no Kyojin. La première fin étant destinée à la prépublication et la véritable fin ne sera dévoilée que dans le tome relié. Si la première était plutôt frustrante avec Mi, Xiaolin, Katia et Yarda condamnés à rester des statues de pierre et Shoko et Kyoko dérivant entre les réalités, la seconde fin, présente dans le tome relié, proposait une fin plus heureuse et satisfaisante avec Artemis contactant sa sœur pour la féliciter de sa victoire sur Eris et lui annonçant qu'elle a rapatrié les Cynthia dans son temple, laissant ainsi une porte ouverte sur une éventuelle apparition de ces dernières dans la suite Next Dimension et justifiant ainsi leur absence du reste de la trame du manga de Masami Kurumada. A noter qu'il y a également Cynthia Show Memories, annoncé en juin 2022 et prépublié en juillet 2022. Cynthia Show, le Bangenhen, donc c'est un spin-off racontant et développant des aspects de l'histoire ne l'ayant pas été dans la trame principale. Le premier chapitre fut d'ailleurs cocasse vu qu'il montrait Shoko subir un entraînement aux tâches de Cynthia, qui furent pour le coup des tâches ménagères, sous la supervision intransigeante de Mi. Pardonnez-moi du peu, et un second chapitre prépublié en août 2022. Ce chapitre s'attarde sur la rencontre de Mi et de Kyoko à la Sainte Académie en Suisse et de leur entraînement qui fut animé par l'une des premières offensives des forces d'Eris sur ce domaine. Kyoko est un personnage atypique dans l'univers de Saint Seiya. Ce qui différencie Kyoko des autres antagonistes est le fait que le personnage est ouvertement amoral, comme Illidan Hurlorage dans World of Warcraft. Coïncidence amusante, les deux ont des tatouages et des ailes. Il ne faut pas confondre amoral, qui définit les gens ne croyant pas en la notion de moralité, et immoral, qui définit agir à l'encontre de la moralité. Une nuance qui est importante de souligner avant d'aborder ce personnage. C'est par ailleurs la moralité de Kyoko qui lui permet de se tenir au-dessus de la mêlée composée des saintes et des dryades, qui sont chacun conditionnés par une vision morale leur étant propre. En ce sens, la façon de penser et d'agir de Kyoko est celle de Nicolas Machiavel. Kyoko nous est présentée comme étant la sœur aînée de Shoko et la Cynthia du petit cheval qui, au cours du premier tome de Cynthia Show, se sacrifie au profit de sa sœur afin de devenir le réceptacle d'Eris à sa place. Un sacrifice tout ce qu'il y a de plus Cynthia dans la forme, mais le manga révélera a posteriori qu'il n'en était rien sur le fond puisqu'il s'agit d'une manœuvre parfaitement calculée par celle-ci afin de s'accaparer de la puissance d'Eris et de la museler au sein de son corps, le tout faisant d'un projet plus global dupant aussi bien les Cynthia que les Dryades, ainsi qu'Athéna grâce à cette habile manipulation de contexte. Parce que si Albéric de Maigret compensait sa faiblesse martiale par de la ruse et du chantage, dans le cas de Kyoko, celle-ci cumule à la fois puissance et intelligence et manipule le contexte de façon à ce que les gens pensent et agissent comme elle le désire à leur insu, chose dont Athé fera souvent les frais à son grand dame. En de nombreuses occurrences, nous pourrons ainsi voir Kyoko et les gosses saintes conspirer contre les Dryades et leurs alliés afin de contrecarrer leurs ambitions, même si cela implique de parjurer leur serment, s'attaquer à leurs compagnons d'armes ou de lever la main sur Athéna. C'est au cours du dernier tome qu'on apprend que Kyoko et Shoko sont des descendantes d'Eris. Celle-ci, avant d'être scellée lors des temps antiques, s'était liée à une Cynthia de l'époque et afin de conserver la lignée d'Eris transmise de génération en génération, qui de vivre avec l'épée Damoclès que représentait Eris qui s'accaparait de leur corps lors de sa libération. Tout changea avec la naissance de Kyoko et de Shoko, où l'ascendance d'Eris et le devoir de Cynthia se repoussèrent mutuellement. Ce faisant, Kyoko devait succéder à sa mère et Shoko devenir le réceptacle d'Eris avant de périr par la main de son aîné. C'est afin de briser le cycle que Kyoko a entrepris tout ce qu'elle a fait afin de libérer sa lignée et Athéna de la menace que représentait Eris, quoi qu'il en coûte.
Lorsque la Toei Animation avait découvert l'adaptation de Lost Canvas chez TMS, il y a eu de la colère chez eux, en plus de l'incompréhension. Masami Kurumada argua qu'il s'agissait d'un spin-off et non de la série d'origine, mais pour la firme japonaise, ce n'était pas passé. Saint Seiya fut une œuvre majeure pour la Toei, et cela doit rester chez eux. Ainsi, dès que fut annoncé le manga, la Toei Animation se précipita pour s'emparer de ce titre afin que la série ne repasse pas chez un de leurs concurrents. Le studio fera appel à la redoutable Ayana Nichino, qui est une illustratrice juste incroyable et qui aujourd'hui encore symbolise l'un des meilleurs héritages autour du style Shingo Araki Himeno. Elle avait confectionné jadis le design des nouveaux God Warriors pour la série Soul of Gold. Pour Cynthia Shaw, son rôle sera plus conséquent puisqu'elle y sera la directrice de l'animation de la série avec Keiichi Ishikawa, qui provient du studio Araki Prod, qui n'est pas n'importe qui chez les puristes de Saint Seiya d'ailleurs. Et là, d'accord, ce sont des animateurs ayant un style très marqué Araki Himeno, là où le trait de Shimaki Kuri, lui, en est plutôt éloigné, donc pourquoi? Alors, plusieurs raisons à cela je pense. Le récit est supposé s'intégrer sur la trame originale. Et cette trame, son code, son habillage, dans le collectif des fans, c'est celui de l'ancienne série. Par ailleurs, et c'est là l'argument le plus important, mais la Toei Animation est propriétaire de ce design, de ses codes couleurs, bref, l'enrobage du style de Shingo Araki Michimono dans le cadre de l'animation, celui-ci est rattaché à la Toei Animation, ce qui explique pourquoi Lost Canvas disposait d'un visuel assez différent, mais qui ne sera jamais reproché chez les fans, donc comme quoi. Par ailleurs, cet aspect est important par rapport au mid-close, car toutes celles dérivées de Saint Seiya Omega et de Lost Canvas se sont très mal vendues. Donc si de nouvelles mid-close peuvent sortir avec un design renouant avec la série d'origine, c'est tout bénef pour Bandai. Outre l'aspect visuel, d'anciens collaborateurs de la série d'origine vont revenir sur cette adaptation. Et cela sera le cas pour Romichi Matano, connu pour avoir réalisé le dernier épisode du Sanctuaire. Il avait réalisé 8 épisodes. Alors le Sanctuaire, les Gold, oui, ça lui parle. Il avait notamment réalisé l'épisode 68 qui révélait alors l'apparence d'Aphrodite, le sainte des poissons. Sur Cynthia Shaw, il réalisa les épisodes 1, 3, 4, 10. Malgré son talent certain, il ne fera pas de miracle sur la deuxième partie de la série. Mais oui, on va en reparler plus tard. Il y a d'ailleurs Shinya Matsui au poste de la photographie, qui est très abordable sur Twitter et adorable. Niveau casting, concernant les Gold Saints, eh bien, ils conservent leur voix emblématique. Morita reprend son rôle sur Seiya d'ailleurs. Bref, on a affaire ici au casting de l'adaptation du Meikei N Elision, si ce n'est que cette fois-ci encore, Saori est incarnée par Inori Minase. Alors oui, Saori depuis quelques séries, elle n'arrête pas de changer de voix. Et si Michi Uemeno ne veut plus revenir dans le domaine de l'animation, si ce n'est pour les merveilleuses petites animations du jeu Pachinko, elle dessinera avec son trait si reconnaissable les illustrations de l'ending de la série. Cette série sera un ONA, soit Original Net Anime, et sera diffusée donc sur Anime Digital Network. Les versions brouillon, donc sans retake, ils seront conservées sur Wakanim. Et c'est pas très glorieux, surtout sur la deuxième partie de la série. Car oui, malgré un début très prometteur, la série y est vivement critiquée pour son animation. Le scénario y apparaît précipité car le but est de conclure le récit en seulement 10 épisodes. Tout semble avoir été rushé. Selon quelques rumeurs, la Toei n'était pas très chaud lorsqu'ils ont signé le contrat avec l'éditeur Akita, prétextant que Saint Seiya avec un casting 100% féminin, eh bien ça ne fonctionnerait pas. Et c'est ce qui aurait fait descendre le budget de la série. Cette rumeur semble se valider par le staff de la série lui-même sur les réseaux sociaux, à travers des messages de Ayano Nichino et Terumi Nichi. Alors hélas, depuis, les messages ont été effacés, mais concrètement, elles étaient en colère sur le résultat de la Toei Animation et de ce système. Il faut bien tempérer la chose, vous pouvez mettre des personnes très talentueuses sur une série, mais si le budget ne suit pas, eh bien il n'y aura pas de miracle. Eh oui. Petite poule, va. T'es mignonne, toi, je t'emmène avec moi. C'est pour mon repas de midi, ça. Et si au départ, la mangaka se sent très honorée d'aller dans les studios de Toei Animation, eh bien, il va se passer un couac sur Twitter. Shimaki Kuri va ouvertement s'excuser de la qualité de l'animation de la série. Et elle fera un long message où bien sûr elle développera son opinion. L'une des raisons majeures est que le manga
n'est pas assez populaire. Et c'est ce qui expliquerait ce petit budget déployé pour Saintia Show. La mangaka insiste à ne pas être malveillant et à demander à la firme de redessiner l'œuvre, chose qui se fera de manière partielle via les Blu-ray, vendus d'ailleurs chez AB France avec ces modifications, ce qui représente une version bien plus propre du produit final. Chose étonnante, la chaîne Manga va diffuser en exclusivité mondiale une version avec justement ces modifications de Saintia Show, avant donc la sortie japonaise des Blu-ray. Les derniers épisodes de Saintia Show sont malheureusement très mauvais, beaucoup de captures commencent à fuser sur la toile, et pire, des fans mécontents de ne pas avoir Lost Canvas, la saison 3 harcèle ni plus ni moins le staff de la série ainsi que la mangaka. Après, il faut quand même rappeler que les 5 premiers épisodes tiennent largement la route. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, il y a 2-3 trucs étranges, mais c'est agréable à regarder. Puis arrive l'épisode 6 qui signera le début de la fin. Et cette coupure radicale donne en effet l'impression que la Toei Animation a abandonné le projet en cours de route. Car sur les derniers épisodes, on voit très bien à travers de nombreux plans qu'ils n'ont pas pu être finalisés. La raison de cet échec, la Toei n'y a pas cru à ce spin-off comme je le disais, et il ne lui a laissé malheureusement aucune chance, ce qui explique fort logiquement pourquoi le scénario est si précipité. Je vois d'ailleurs beaucoup de fans autour de moi réévaluer Soul of Gold suite à ce naufrage. Et malheureusement, cette adaptation animée fera beaucoup de mal également à l'image du manga. Il y a aussi un autre point qui a surpris et qui fait débat aujourd'hui, c'est l'enrobage de cette adaptation. On l'a dit, la Toei Animation est détenteur des droits. Alors d'accord, ce design est magnifique, ok, mais c'est tout de même assez éloigné du design de base. Le design de Shimaki Kyori sera visible uniquement via les eye catch. Beaucoup y voient un manque de respect. Après, il est tout à fait admis de penser que la Toei a jugé son style peu commercial pour les besoins de cette adaptation. Alors pour être totalement honnête, même si je suis perplexe, il faut reconnaître que le design, je le trouve très beau sur les premiers épisodes, notamment sur Phonos. Après, c'est subjectif bien sûr. La série a fait un bad buzz assez dingue et Saintia Show sortait en 2019, soit au même moment que la première saison de la série Netflix, série elle aussi vivement critiquée. Concernant l'histoire, vous vous en doutez bien, mais le scénario est assez différent et tente le pari d'adapter les 7 premiers tomes en seulement 10 épisodes. Il y a donc énormément de différences narratives. Les scénaristes ont dû faire des choix et parfois pour des résultats très discutables. Par exemple, Death Mask massacre de sang-froid les apprentis Saintia, alors que dans la série, ils se contentent d'apparaître, alors bien que cela soit facilement déductible, mais oui, il y a une petite censure par là. Bien sûr, des personnages comme Aeson sont absents pour des raisons évidentes, car au moment où la série fut produite, on ignorait encore tout de ses origines. La série profitera de cette adaptation pour adapter des morceaux du manga manquant à la série d'origine, car hormis les magnifiques scènes du jeu Pachinko, c'était la première fois qu'on pouvait voir Seiya vaincre Saga de la même façon que dans le manga. Et aujourd'hui, cette scène, qui est très diffusée sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, eh bien, elle est beaucoup plus populaire que la série dont l'extrait est tiré. La fin est clairement très précipitée. Dans le manga, Shoko est balayée par Kyoko alors que dans l'anime, Eris est éjectée du corps de Kyoko et est renvoyée dans la pomme d'or. Cette fin, en plus d'être différente au manga, empêche alors toute forme de suite pour les fans, ce qui est plutôt malin en réalité, car eh bien oui, la Toei Animation ne risque pas de recevoir des éventuels « À quand la saison 2 ?» Et pour finir, concernant les musiques, c'est de nouveau Toshihiko Sahashi qui reprend ce poste. Quelques musiques sont vraiment intéressantes et certaines rappellent le fameux thème d'Aria dans Saint Seiya Omega. Dans la foulée sortiront les mid-clauses de Shoko Kyoko à associer à la clause du petit cheval, tandis que Saga lui sortira en mode Ares. Bon alors, la clause est une refonte de la God Clause des Gémeaux sortie précédemment dans Soul of Gold. Et toujours pour accompagner la série, Milo et Aeolia ressortiront également en mid-clause.
On peut constater que les femmes talentueuses sont très présentes sur la licence. Par contre, il a fallu que les héroïnes ou les créatrices du projet se confrontent à des obstacles pour arriver à finaliser leur quête dans la souffrance. Le budget de l'anime offert par Toei ou l'accueil de ce spin-off en manga aurait été probablement différent si les hommes étaient plus présents, et on a beaucoup entendu « Alors c'est un Sanseiya ou Sailor Moon ?» Pour ma part, quelques héroïnes me font davantage penser au manga de Magic Knight Rayers plutôt qu'à du Sailor Moon. Les fans de la licence et les pontes de la Toei ne sont pas du tout prêts pour y voir une mise en avant avec un casting 100% féminin sur cette licence. Et c'est bien dommage d'avoir développé le projet sans y aller à fond. Car, il ne faut pas se le cacher, mais l'adaptation animée a fait beaucoup ternir l'image de Sanseiya Show et beaucoup assimilent ce manga à ce bad buzz. Sur le manga en lui-même, les dessins ne cesseront de s'améliorer. Malgré tout, il y a quelques facilités, oui, mais ce qui me gêne un peu plus me concernant, ce sont les Gold Saints, les rendant toujours et encore plus flamboyants. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose que je recherche dans la licence. Alors attention, toutefois, on n'est pas nombreux à penser ainsi. De plus, des rumeurs indiquent que c'est l'éditeur de la mangaka qui aurait imposé ces apparitions pour des raisons de popularité assez évidentes. De même que le récit donne une curieuse impression sur la trame principale, minimisant, sans trop vraiment le vouloir, les exploits de Seiya. Ceux-ci se battent lors des Galaxian Wars, d'accord, mais les Sanseiya, elles repoussent la déesse Eris. Bref, j'ai un sentiment quelque peu étrange par rapport à cela. De manière surprenante, il y a également pas mal de reprises à d'autres œuvres, notamment Lost Canvas et étonnamment Sanseiya Omega, ce qui pourrait être perçu comme un indicateur des idées provenant directement du studio de Masami Kurumada. Les choses amusantes, la mangaka fait également des clins d'œil aux films de l'époque. La principale force du manga reste ses personnages féminins sur le dernier arc, et les héroïnes forment des duos, des combinaisons. Alors j'ai un petit faible pour Xiaoling et Mi, qui ont su plusieurs fois m'attendrir. Sur le personnage de Kyoko, la révélation finale fera beaucoup penser à celle d'Alon dans Lost Canvas, mais contrairement à ce dernier, je reste persuadé que ce renversement était prévu depuis le début. Et big up à Rigel, George et Johan qui ne sont jamais ridiculisés. La classe des Silver Saints est plutôt bien honorée dans ce manga, ce qui est assez rare de nos jours. Kyori Shimaki a su exploiter l'univers du manga de Masami Kurumada et a régulièrement rebondi sur des mises à jour diverses et variées, notamment dans Next Dimension et le chapitre Sanseiya Origin. Et pour cela, on peut féliciter les capacités d'adaptation de la mangaka. Bref, c'est un spin-off qui peut avoir ses défauts, d'accord, mais qui paraît très sous-estimé par rapport à ce qu'on peut lire dessus. Il mérite vraiment d'être redécouvert selon moi. Voilà, en tout cas, c'était mon petit avis sur Sanseiya Show. Et je remercie du fond du cœur Time et Kemaere, sans quoi cette vidéo n'aurait peut-être pas pu voir le jour. Voilà, portez-vous bien et à bientôt, salut!